Les rendez-vous littéraires Recambon invitent Camille Laurence. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Lina Coudry, de Camille Laurence et de Charlotte Casiraghi. Lina Coudry, vous êtes actrice, vous avez remporté de nombreux prix d'interprétation pour vos rôles dans Les Bienheureux de Sophia Djama et dans Papicha de Mounia Medour. Dans Papicha, vous jouez le rôle de Nejma, une jeune femme algérienne puissante et insoumise qui tente d'échapper à l'horreur de la guerre civile à travers la couture de manière libre et créative. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour les rendez-vous littéraires. Vous allez nous lire un extrait de Filles de Camille Laurence. Camille Laurence, bonjour. Vous êtes romancière, essayiste. Dans vos romans, vous mettez à nu les passions humaines, vous analysez le désir, vous déchiffrez le tremblement qui fait qu'on aime, qu'on désire, qu'on se déchire, soi-même et les autres. Vous le faites parfois avec crudité, mais toujours en attribuant une dignité et une élégance folle à vos héroïnes féminines dans vos romans. Votre roman « Filles », qui est sorti il y a quelques mois, est un roman addictif qui interroge la place de la femme dans la société et qui interroge aussi le genre. Filles raconte une femme qui s'appelle Laurence, depuis sa naissance, une femme que l'on suit dans les différentes étapes de sa vie quand vous la décrivez. Et la beauté de ce livre réside dans le sentiment d'urgence absolue de parler de la place de la femme quand on le lit, et c'est ça qui est très engageant. Nous allons écouter Lina Coudry nous lire les premières pages de ce roman. Nous vous écoutons, Lina. C'est une fille. Ça commence avec un mot, comme la lumière ou comme le noir. Ta naissance ressemble à la création du monde. Et il y a le ciel et il y a la terre, une parole coupe en deux l'espace, fend la foule, sépare le temps. Ce n'est pas Dieu qui prononce, toutefois, autant que tu le saches tout de suite, c'est Catherine Bernard, sage-femme à la clinique Sainte-Agathe, où l'horloge murale indique 5h15. Cette annonce, elle ne l'a pas préparée. Elle n'a rien désiré ni décidé, ayant d'autant moins d'opinion sur la question qu'elle est bonne sœur. Mais le résultat est le même. Elle le dit. Elle te nomme en te mettant au monde. Sous sa coiffe immaculée, l'épouse vierge de Dieu prononce son arrêt. Elle te fait naître en te nommant. Tu nais d'un mot comme d'une rose. Tu éclos sous la langue. Tu n'es rien encore, à peine un sujet. Tu peines à venir à l'existence. Tu ne peux pas encore dire « je suis ». Personne ne dit « elle est », même pas au passé. Et la fille fut. Même avec un article indéfini et une fille fut, ça ne se dit pas. Tu n'es pas indéfini du reste. Oh non, tu n'es pas né indéfini. Il y a déjà un « e », tu vois ? Un « e » muet, c'est vrai, mais un « e » muet loquace. Tu es un article bien défini, au contraire. Les faits parlent pour toi. Né, fille, c'est ainsi, c'est dit, ça résonne dans l'air. Pièce blanche, bouteille d'eau, lit étroit, crucifix, ta naissance est une énigme banale. Tu n'es presque rien. Allah, va comme je te pousse. Un schisme se joue, mais où ? Il y a un soir et il y a un matin. L'un succède à l'autre. L'un se change en l'autre. Toi, non. Tu n'es pas modifiable. C'est ainsi. Il n'est plus temps que les faits se penchent sur ton berceau. La messe est dite. Tu entres tête baissée dans le décor et ta vie délivrée se déplie à l'air libre. Enfin, libre. Façon de parler. Puisque jour ou nuit, soir ou matin, ce ne sera plus jamais autre chose que ce que c'est. Tu cries, tu t'égosies, la vérité est froide qui emplit tes poumons, la rime est féminine. Ça crie et crée en toi le sentiment râpeux de la séparation. Tu sens que ça se divise, c'est tout. Ça fait deux, ça coupe, c'est coupé. Ta naissance te sépare à la fois de ta mère, qui est une fille aussi, ça se sait, et de toute l'humanité qui ne porte pas le nom de fille.
Le mot adverse n'est pas prononcé, et pour cause. Mais il flotte silencieux dans l'éther de la chambre. Le mot contraire met dans l'air un effet de pochoir. Un embryon, un fœtus, un bébé. Jusque-là, le genre était de son côté. Il y a quelques secondes, elle ou il, tout restait possible. La grammaire rêvassait toujours son paysage. À présent, on t'a coupé les ailes. Quoi d'autre? Tu es plus seul que Robinson et pourtant c'est fait. Le sort en est jeté avec le placenta. Dieu, né garçon, dit-on, père d'un fils, croit-on. Dieu est un enfant qui joue au dé. C'est une fille. Merci beaucoup Lina pour cette lecture. Donc, cette formule qui est donc scandée au début du roman, c'est une fille qui revient. Elle est déjà présente, Camille Laurence, dans votre œuvre, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui a véritablement motivé l'écriture de ce livre Fille. Il est vrai que beaucoup de mes romans envisagent le destin des filles et la condition féminine, enfin surtout depuis Dans ces bras-là. Mais je crois que c'est le mouvement MeToo qui m'a donné envie, ou qui m'a donné l'idée, en fait, de rassembler tout ce qui avait été dispersé, au fond, dans plusieurs de mes romans, c'est-à-dire tout ce qui arrive à une fille parce qu'elle est une fille. Et quand j'ai commencé à faire une liste, au fond, j'ai fait une liste, oui, un peu comme le Je me souviens de Pérec, c'est-à-dire je me souviens de tel événement qui m'est arrivé, alors que ça soit un abus sexuel, une agression dans la rue, des phénomènes de harcèlement plus ou moins ténus, ou des événements liés à ma condition de fille, une interruption de grossesse, tout ce qui concerne la maternité. Mais quand j'ai fait la liste de tous ces événements, et surtout les événements, disons, négatifs, les agressions, il y en avait tellement que ça m'a sidérée, au fond. Je me suis dit, mais c'est ça être une fille. Et je crois que c'est le mouvement MeToo qui m'a fait prendre conscience de la quantité, de ce que, en tant que fille, peut-être moi en tant que fille née à la fin des années 50, j'avais subi. Et j'ai eu envie de faire le parcours jusqu'à maintenant, pour me demander ce qui avait changé ou pas depuis 60 ans. Ce qui est très beau, c'est que le lecteur aussi est amené quelque part, je ne dis pas à faire comme vous, mais en fait on se retrouve soi-même à se poser la question aussi, qu'est-ce qui m'est arrivé en tant que fille? Et donc c'est vrai que c'est assez fort aussi, oui, pour le lecteur. Oui, alors c'est vrai qu'après c'est selon l'expérience personnelle qu'on a. J'ai eu quelquefois des retours de lecture, de lectrices principalement, me disant que c'était un peu caricatural, que j'avais un peu chargé la barque. Et j'avais du mal à leur répondre que c'était le contraire, c'est-à-dire que j'ai allégé la barque. Parce que je n'aurais pas pu, si j'avais mis tout ce que j'avais, toute la liste que j'avais faite, si je l'avais mise dans un roman, ça aurait été, mais c'est affolant. Lina, vous avez interprété au cinéma des rôles de femmes fortes, mais souvent qui étaient aussi des rôles de femmes déchirées, dépossédées par l'absence de liberté. Et forcément, on a tout de suite envie de vous demander ce qu'évoque pour vous ce mot de fille. Oui, effectivement, j'ai joué des rôles de femmes fortes, entre guillemets, mais je n'ai pas l'impression que ce soit particulièrement ces rôles-là. J'ai plus l'impression que la femme est forte de fait, de par ce à quoi elle a dû faire face historiquement et encore aujourd'hui. La femme est forte, c'est comme ça. Donc la fille est forte. Et quels sont les sentiments qui vous ont traversé quand vous avez pour la première fois lu le début de ce roman de Camille Laurence? C'est un peu juste ce que tu dis, Charlotte, parce qu'effectivement, ça nous pousse nous-mêmes à nous poser ces questions, à regarder. Moi, quand je pense à cette lecture, j'ai l'impression que je vois un arbre
et qu'on allait chercher les racines pour regarder la partie visible un peu en face, droit dans les yeux. Ça bouleverse en fait une lecture comme ça. Ça fait se poser beaucoup de questions. Et en même temps, comme Camille met beaucoup d'amour, c'est pas du tout violent. Il y a quelque chose qui est là, quoi, qui est un constat. Est-ce qu'il y a un élément qui vous a particulièrement interpellé, soit dans ce début de roman, soit dans le livre, un événement ou un épisode en particulier? Beaucoup. Je crois que ce début de livre est très fort. La fin est très forte aussi. C'est un peu en fait le cycle de la vie qui est tellement beau. C'est un récit intergénérationnel où ça commence sur une naissance, ça part de l'enfance, de l'adolescence, de la maternité, de l'accouchement, de l'amour, de tout ce par quoi une femme passe dans sa vie. Ce qui m'a beaucoup touchée, en fait, c'est la plume de Camille qui dissèque un peu, en fait, et qui regarde cette grammaire, cette langue française en face et qui pose des questions. C'est vraiment ce rapport aux mots. Je m'intéresse beaucoup au langage et à l'oralité, ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, c'est la première fois que je lis un roman qui regarde vraiment en face cette langue française. Je suis très touchée, j'étais extrêmement émue pendant la lecture et je suis très émue aussi de ce que vient de dire Lina parce que, effectivement, je pourrais être sa mère et j'ai d'ailleurs une fille qui a 25 ans et c'est en partie pour elle et donc pour aussi toutes les filles de sa génération que j'ai écrit ce livre parce que je me suis rendu compte que ma fille n'avait aucune idée de ce que j'avais pu vivre, moi, sa mère, dans les décennies précédant sa naissance. Et voilà, j'avais envie de créer ce lien, sachant que, comme le raconte le roman, elle-même m'a appris beaucoup de choses. Et c'est ce que je trouve beau dans ce lien, c'est que moi aussi, ça m'apporte beaucoup d'amour. Il n'y a pas de honte à utiliser ce mot, et je suis très, très émue que vous l'employiez, parce que c'est ça, en fait, c'est une question de transmission réciproque, de don réciproque. C'est ça que j'aime bien aussi la notion assez récente, enfin, qui revient beaucoup au premier plan, la notion de sororité, qui évidemment gomme le côté intergénérationnel, mais c'est aussi que toutes les femmes, filles de différentes générations ont une forme de sororité. Et donc il y a ce lien qui se tisse entre nous. Et je suis très sensible, bien sûr, au fait qu'une actrice comme l'est Lina soit touchée par les mots, puisque c'est mon travail d'écrivaine et c'est son travail de comédienne, de restituer la langue. C'est aussi un autre lien très bouleversant. Vous avez commencé, Camille Laurence, à écrire très jeune. Vous avez d'abord enseigné la littérature française et puis petit à petit l'écriture, en quelque sorte, a pris le dessus. Mais quand est-ce que l'écriture a pris toute la place, en quelque sorte ? Ce que je sais, c'est que quand j'étais enfant, je ne voulais absolument pas écrire, enfin je n'y pensais pas, mais j'avais une fascination pour l'imprimerie. Dans l'école où j'allais, il y avait une petite imprimerie, alors à l'ancienne, avec les petits caractères qu'on mettait un par un, les petits caractères métalliques. Et quand on avait bien travaillé, on avait le droit d'aller écrire un texte de sa composition sur cette petite imprimerie, avec une petite manivelle. Et ça m'avait fasciné, cette idée qu'on pouvait imprimer ses sentiments, ses émotions, même simplement ses mots, une phrase, laisser une trace, en fait, de ce qu'on était, de ce qu'on ressentait.
Et c'est ça qui est revenu. Alors, en fait, ensuite, j'ai fait des études de lettres et c'est ma passion. Je dirais que la difficulté pour se mettre à écrire, c'est d'oublier à un moment donné tous ceux et celles qui nous ont précédés dans l'écriture. Est-ce que vous avez ressenti à un moment donné que votre vie d'écrivain en tant que femme, vous disposiez de moins de liberté qu'un homme écrivain? De moins de liberté, je ne dirais pas cela, mais de moins de temps. Ça, oui. Parce que même si les années ont passé, le texte qu'a lu Lina, le début sur l'homme qui n'est pas là et qui ne s'occupe pas des enfants, c'est quelque chose qui est quand même encore d'actualité, même pour les femmes qui travaillent. Elles travaillent et elles ont aussi à s'occuper de la famille, des enfants. La fameuse charge mentale est toujours très prégnante. Donc je pense que j'ai eu moins de temps qu'un homme, oui, ça c'est certain. Enfin, que la plupart des hommes, parce qu'évidemment c'est toujours difficile de généraliser, les hommes font ceci, les femmes font cela. Enfin, dans mon cas, c'est certain. Ensuite, je ne dirais pas que j'ai eu moins de liberté, non, parce que la liberté est intérieure, c'est vous qui vous l'accordez, et bon, personne ne peut m'ôter cette liberté. Et quand j'écris, je peux mettre éventuellement une certaine censure, mais c'est moi qui la mets. Et il y a cette phrase que vous écrivez dans « Ni toi ni moi ». Ce que veulent beaucoup d'hommes, sans le savoir ou sans se l'avouer, c'est faire disparaître les femmes. C'est une affirmation que j'ai trouvée très forte et à la fois très dure. Et ce que j'aimerais vous demander, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui a changé dans l'invisibilisation des femmes depuis les années 60 ? Je pense que ce qui a changé, ce sont les femmes. C'est-à-dire que l'invisibilisation des femmes n'est plus possible aujourd'hui parce que les femmes se montrent et veulent se montrer et se mettent dans la lumière et donc empêchent qu'on les mette sur le côté. Alors que enfin, les femmes se mettaient elles-mêmes en marge spontanément, très souvent, dans tous les domaines, artistiques, politiques. Moi, j'ai le souvenir d'avoir entendu ma grand-mère dire qu'elle n'irait pas voter parce que, alors qu'elle en avait le droit depuis assez peu de temps, mais elle en avait le droit, parce qu'elle n'osait pas. J'en entendais encore des échos là quand j'ai entendu Lina lire être une fille, c'est d'abord ne pas être un garçon. C'est ce que dit Simone de Beauvoir. Et donc Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, enfin, dans mon parcours, sont des femmes qui ont compté énormément pour rendre les femmes à la lumière, à la liberté, à la conscience d'elles-mêmes et de ce qu'elles pouvaient faire, de ce qu'elles devaient faire. Oui, on sent que c'est très fort dans votre travail d'écrivaine de dénoncer l'injustice, mais pas dénoncer dans un sens violent ou accusateur, mais quelque part de nous montrer quelque part ces points de faille ou ces endroits qui peuvent aussi nous blesser. Et c'est vrai que cette question... Oui, parce qu'en plus, dans la vie courante et dans les interviews, dans les médias, c'est parfois extrêmement violent. Et c'est justement ce qui est très fort dans vos livres, c'est que les femmes sont actives. Dans tous vos romans, elles se regardent elles-mêmes désirées, elles s'analysent désirantes. Enfin, c'est peut-être ce qu'il y a une chose vraiment récurrente dans vos œuvres. Ce que je trouve aussi très fort, c'est que vous parlez justement de ces points de fragilité ou de ces situations qui peuvent rendre une femme plus vulnérable, mais il n'y a jamais un discours non plus accusateur vis-à-vis des hommes, et on sent aussi votre amour profond
pour les hommes et le besoin de comprendre leur vulnérabilité. Et on sent quelque part un dialogue et pas du tout finalement une prise de position accusatoire. Et c'est assez rare aussi. C'est vrai que beaucoup de femmes sont dans une démarche de colère, donc de revendication, et je le comprends parfaitement. Puis j'en ai beaucoup discuté avec ma fille, avec des femmes beaucoup plus jeunes et qui sont plus pugnaces, je dirais, plus guerrières. Bon, certains, pour moi, la guerre des sexes n'est pas une option. D'abord parce que, effectivement, les hommes, je ne vais pas dire les hommes, plutôt le masculin est mon objet de désir. Je vois plutôt l'humanité commune que la différence de genre, même si cette différence est aussi ce qui m'anime et ce qui m'émeut. Mais je crois qu'il y a une grande vulnérabilité aussi, une grande sensibilité. Les hommes, d'ailleurs, en ont marre eux-mêmes d'être comme ça, catalogués comme étant d'horribles machos. Vos livres, en cela aussi, sont très forts, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des chants. Il y a quelque chose d'à la fois d'élégiaque et de très poétique. Vous aimez l'homme dans leur force, mais aussi dans leur vulnérabilité et dans leurs blessures. Et est-ce que vous pensez que la littérature, c'est une manière de réparer peut-être les blessures humaines des hommes comme des femmes? Oui, de réparer, de comprendre déjà, de comprendre sa douleur et de la réparer, de la soigner, oui, de la soigner. Je ne sais pas si on peut vraiment tout réparer, mais je crois au pouvoir des mots, je crois au pouvoir de la littérature. Je crois que la grande attention que je porte à la langue, vraiment, pour moi, c'est un baume, c'est une compagnie, j'ai un grand amour des mots. Et je crois que c'est la langue qui fait croître l'humanité d'une manière générale. Alors spécialement la langue travaillée, que ce soit pas simplement c'est pas simplement un véhicule de communication, mais le lyrisme, comme vous dites, le chant, le rythme des mots, de la phrase. La grammaire aussi, qui pour moi est comme une colonne vertébrale, la grammaire des phrases, tout cela, je pense, et je le dis aussi en tant que professeur, que j'ai été longtemps, je pense que c'est ce qui nous sauve, oui. Est-ce qu'il y a des figures féminines littéraires qui vous ont inspiré dans votre parcours, des femmes écrivains qui vous ont marqué, et qui sont-elles? Bon, il y a Simone de Beauvoir, bien sûr, parce que ça a été vraiment très, très important. Le deuxième sexe, et puis ses livres, d'une manière générale, Mémoire d'une jeune fille rangée, et puis Marguerite Duras, qui, pour moi, c'est ma mélodie principale. C'est tout ce qu'elle a fait pour faire comprendre de façon intime, interne, je pourrais dire, le féminin, et c'est exceptionnel. Et puis, bon, j'aime beaucoup Virginia Woolf, qui a fait beaucoup aussi par ses textes féministes et par ses romans qui sont sublimes. Voilà, ce sont des lectures qui sont très, très marquantes pour moi, et j'y reviens sans cesse. Je crois que vous avez sélectionné justement un texte de Virginia Woolf. Alors c'est tiré d'un livre qui s'intitule « Instant de vie ». Je persiste à croire que l'aptitude à recevoir des chocs est ce qui fait de moi un écrivain. J'avancerai en guise d'explication qu'un choc, dans mon cas, est aussitôt suivi du désir de l'expliquer.
Je sens que j'ai reçu un coup. Mais ce n'est pas, comme je le croyais quand j'étais enfant, un simple coup d'un ennemi caché derrière l'ouate de la vie quotidienne. C'est le témoignage d'une chose réelle, au-delà des apparences. Et je la rends réelle en la traduisant par des mots. C'est seulement en la traduisant par des mots que je lui donne son entière réalité. Cette entière réalité signifie qu'elle a perdu son pouvoir de me blesser. Elle me donne, peut-être parce qu'en agissant ainsi j'efface la souffrance, l'immense plaisir de rassembler les morceaux disjoints. Peut-être est-ce là le plus grand plaisir que je connaisse. C'est le ravissement que j'éprouve lorsqu'il m'arrive en écrivant d'avoir l'impression de découvrir ce qui va ensemble, de bien monter une scène, de faire tenir debout un personnage. À partir de cela, j'atteins à ce que j'appellerais une philosophie. En tout cas, c'est une idée que je ne perds jamais de vue, que derrière l'ouate se cache un dessein, que nous, je veux dire tous les êtres humains, y sommes rattachés, que le monde entier est une œuvre d'art, que nous participons à l'œuvre d'art. Alors, j'ai choisi ce texte parce que je trouve que Virginia Woolf explique magnifiquement le rapport qu'il y a entre le choc, ce qu'on appellerait maintenant le traumatisme, mais moi je préfère le mot choc ou le mot souffrance ou le mot douleur, et le fait de se mettre à écrire ou à créer, quelque forme artistique que ce soit. C'est-à-dire que c'est, en l'occurrence, pour un écrivain, pour une écrivaine comme elle, c'est ce qui rend les choses vraiment réelles. Il y a ce qu'on a ressenti, donc ce qui s'est imprimé en nous, ça c'est Proust aussi, un autre de mes écrivains fétiches, qui dit cela, c'est-à-dire que la réalité s'imprime en nous, mais ensuite nous l'exprimons par les mots. Donc c'est un mouvement de va-et-vient, tout ce qui nous heurte, notre corps, notre esprit, est ensuite ressaisi et mis en lumière et peut ainsi être compris par la langue, par les mots. Voilà, je crois que c'est vraiment très, très clair sur ce qu'est l'écriture. Ça me fait penser dans Tissé par mille, qui est un abécédaire que vous avez écrit et où vous revenez sur le mot maladie, comme mal à dire, oui. Et du coup ça a fait oui, écho la en maladie moi. comme mal à dire, oui. Ah oui, moi je crois beaucoup que, et c'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse, je crois beaucoup que la parole, alors là c'est pas forcément écrit, mais la parole, le fait de bien savoir dire, de n'avoir plus de mal à dire, guérit là pour le coup beaucoup de maladies réelles, oui. Et que le silence, tout ce qu'on garde, tout ce qu'on n'ose pas dire, finalement macère en nous et nous fait du mal. Lina, vous avez donc incarné au cinéma le rôle d'une jeune Algérienne qui travaille la couture, qui travaille le vêtement, et j'aimerais peut-être pour terminer revenir sur cette question du vêtement, puisque finalement, on peut rapprocher le vêtement et l'écriture qui peuvent être pour la femme à la fois une protection, un refuge, et en même temps un tremplin pour sa liberté, son émancipation. Je ne sais pas si ça vous parle, à la fois Lina et Camille. Dans quelle mesure vous avez ressenti ça dans la vie ou dans les arts? Oui, je pense que c'est la création surtout. C'est dans Papichal, elle est passionnée de couture et elle veut devenir créatrice, et donc sa manière à elle de s'exprimer, c'est ça. Et je pense que parallèlement, écrire, c'est aussi une manière de s'exprimer en fait. Donc je pense que oui, c'est deux manières de résister. Là pour le coup, il s'agit de résistance dans Papicha, ou alors un livre comme Fille aussi, c'est pas une résistance brute, mais c'est quand même une manière de dire les choses. Donc ouais, je pense qu'il y a des similitudes entre... De toute façon, c'est la même origine, hein, texte et textile, et dans les deux cas, c'est une façon de donner un mouvement
Alors soit le vêtement donne un mouvement au textile, et écrire, c'est faire donner par le texte un mouvement qui est un mouvement de liberté. Enfin, l'intérêt du vêtement, c'est bon, évidemment il y a une beauté, mais il y a aussi cette idée d'une liberté de mouvement qui est donnée par la forme du vêtement, par la coupe. Et je crois que dans un texte aussi, c'est ça qui est premier, c'est le mouvement de la langue qui va nous emporter, nous donner une liberté nouvelle, une vision nouvelle. Merci beaucoup, merci Lina, merci Camille, merci Charlotte.